17h l'actu sur Radio Chablais. Le rendez-vous du tourisme a eu lieu ce matin à la foire. Comme chaque année, les enjeux de ce secteur phare de l'économie valaisanne sont observés, étudiés dans ce rendez-vous. Le thème aujourd'hui colle avec le climat de pénurie de main-d'œuvre que connaissent de très nombreuses branches de l'économie. Je vous le dis, ce thème, travailleurs du tourisme valaisan, où sont les gens de chez nous? On va en parler avec vous, Béat Rieder. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre valaisanne du tourisme. Alors, le manque de bras dans le tourisme, j'imagine, le tourisme, on va laisser de côté les gens de chez nous. De façon générale, est-ce que le tourisme manque de bras aujourd'hui, comme plein de secteurs de l'économie? Oui, on a un grand problème, certainement avec les jeunes, pour attirer les jeunes dans le tourisme en Valais, dans le secteur de travail, dans le secteur du tourisme. On a développé certaines possibilités d'attirer les jeunes dans notre secteur parce que quand même, vous avez un bel pays, vous êtes le plus bel canton de la Suisse, mais à la fin, le tourisme peut seulement survivre avec des gens qui travaillent là-dedans. Bon, là, vous me parlez des jeunes, ça veut dire le thème d'aujourd'hui, les jeunes d'ici, les attirer dans ces métiers, mais en règle générale, vous le savez, vous faites de la politique aussi, Béat Rieder, il y a beaucoup de secteurs de l'économie qui manquent, enfin, les soins, des tas de secteurs de l'économie qui manquent de main-d'œuvre aujourd'hui, tout à fait clairement. Et je ne parle pas seulement de main-d'œuvre locale. Est-ce que c'est le cas dans le tourisme? Est-ce qu'on est en crise? Oui, nous sommes en crise, mais notre secteur est spécialement touché parce qu'on a quand même des inconvénients qui sont extrêmes. On a demandé aux jeunes pourquoi vous ne travaillez pas dans notre secteur du tourisme. Ils ont dit 3 raisons. Principalement, ils veulent un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Ils veulent un environnement de travail confortable, la reconnaissance de leur travail. Et je pense que c'est à nous maintenant de faire des circonstances dans les postes de travail pour remplir un peu le besoin des jeunes. On doit remodifier le travail dans le tourisme pour les jeunes. Autrement, on n'a pas les successeurs de nos entreprises qui sont très importants. C'est compliqué. Vous dites même les successeurs des entreprises. Moi, j'imaginais que quand on hérite, par exemple, d'un restaurant, d'un hôtel, d'une structure touristique, on va plus facilement y aller, forcément, pour reprendre le patrimoine familial, si je puis dire. Par contre, des nouveaux jeunes qui vont dans ces métiers-là, là, c'est plus compliqué. Oui, vous devez commencer déjà dans l'école. Je pense là-bas, on a vu qu'on a quelque chose à rattraper. Je pense que dans l'école primaire et secondaire, on doit vraiment un peu expliquer le travail dans le tourisme. Il y a partout l'image que c'est un secteur mal payé, avec les horaires irréguliers, avec des heures de travail jusqu'à minuit. C'est pas qu'une image, Béat Rieder. Non, c'est pas vrai. Quand vous travaillez maintenant dans ce secteur, il y a vraiment des entreprises qui sont très modernes, qui sont prêtes à flexibiliser les choses pour les jeunes. Et on a développé ça aujourd'hui matin. Ouais, c'est d'ailleurs une réflexion qui est là depuis un moment dans le secteur du tourisme valaisan. J'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois dans cette émission. C'est une réflexion sur le secteur qui a lieu déjà depuis un moment avec la flexibilisation du temps de travail. On pense même à la semaine de 4 jours. On a discuté ça, mais à la fin, c'est aussi un problème des entreprises. Vous pouvez pas, dans les secteurs du tourisme, on n'est pas des grands concerns qui ont des milliers d'employés. Je pense que ce sont de petites et des moyennes entreprises. Je pense qu'on doit commencer avec de petits pas. Et le premier pas, maintenant, c'était clair, on doit enfin donner des possibilités de stage avec vraiment une aide pour les jeunes, de laisser connaître les jeunes ce secteur du tourisme. Et ils sont déjà ils ont déjà peur à la commence d'entrer dans ce secteur. On doit absolument trouver des chemins que les jeunes viennent vraiment voir comment il est le travail. Changer un peu d'image. Les salaires peuvent être importants aussi, Béat Rieder. Oui, le salaire, c'est un problème. Les jeunes ont tous dit, il y a 3 raisons principales. Première raison, c'est les heures de travail qui sont irrégulières. Alors aussi le week-end, parfois 6 jours après l'autre. Le deuxième point, c'est le salaire. Mais dans le salaire, on a quand même à maintenir notre niveau dans les contrats de travail. C'est pas comme ça que vous avez maintenant des salaires qui sont très bas.
le salaire de jeunes qui entrent dans le tourisme est semblable avec des autres métiers. Et je pense que ce n'est pas le point principal. Ils n'ont pas mentionné ça comme le point principal. Un jeune veut aussi aujourd'hui avoir un équilibre entre le vie privée, le vie de travail. Ça, c'est dans tous les secteurs aujourd'hui. Work-life balance, ça c'est le fameux mot. Et on doit donner maintenant, dans les entreprises valaisannes de tourisme, cette possibilité aux jeunes. Ça, alors, vous l'avez évoqué déjà quelques fois dans cet entretien. Il y a une démarche originale aujourd'hui, ce rendez-vous du tourisme. C'est qu'à la place de discuter entre grandes personnes avec des cravates, on a fait venir des jeunes pour leur demander leur avis. Ça, c'était une démarche nouvelle. C'était une démarche de moi que j'ai demandé ça. On a invité l'école de Bagne, l'école de Rarogne, du Haut du Bas-Valais. Et c'était quand même un peu négatif pour notre secteur. Alors, presque tous les jeunes ont eu de recul envers ce secteur du tourisme. C'était quasiment la dure vérité du terrain. Et là-bas, quelques-uns sont un peu réveillés, je pense, dans le plénum. C'était plein aujourd'hui matin, mais je pense que c'était un peu choquant que les jeunes vous disent non, pour moi, ce n'est pas une possibilité de travailler là-dedans. Vos membres, alors j'imagine qu'ils la connaissent la réalité quand ils cherchent des employés et qui n'en trouvent pas. Mais quand même, quand vous écoutez ça directement par des étudiants d'école primaire d'orientation, c'est un peu difficile. Et c'est aussi quelque chose qui est bon. Alors on doit avancer un peu avec notre secteur, on doit aussi donner des circonstances de travailler dans le secteur du tourisme qui tient la route. Je pense on a beaucoup à rattraper là-bas. Voilà, nécessaire évolution des métiers du tourisme avec aussi des possibilités de carrière. Ça revenait aussi c'est-à-dire on est engagé dans un hôtel, on ne va pas forcément y passer sa vie. Je dois aussi dire qu'on a beaucoup de positifs, de points positifs. On peut vraiment faire une carrière dans ce secteur du tourisme. Je pense qu'on a beaucoup des entreprises très importantes avec un renommé important que vous pouvez faire des carrières en Valais, dans le tourisme. Je pense c'était clair que quand vous expliquez aux jeunes quelles sont les possibilités, ils sont prêts de faire le premier pas. Mais on doit faire ça maintenant. Bon, je vous pose encore une question, Béatrice Rieder. Je le disais, vous faites de la politique. Peut-être que vous en ferez encore après le 22 octobre prochain. Vous êtes candidat j'espère. À retourner à Berne au Conseil des États. La politique, qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider le tourisme dans cette matière-là? Il y a une histoire de formation, d'image. Qu'est-ce que peut faire le... Je pense que la politique a fait le nécessaire. On a des écoles pour le tourisme. On a toutes les possibilités de se développer, d'étudier le tourisme. On doit vraiment maintenant cibler sur les entreprises. On doit aider aux entreprises dans des autres points. On doit leur donner un cadre qu'ils peuvent survivre cette pénurie, cet problème après la pénurie. Je pense là-bas, il y a la politique demandée, mais pas dans la recherche de jeunes pour le travail. Ça, c'est vraiment le travail du patron. Ça, c'est le travail du secteur, du patron qui doit chercher maintenant à survaincre les jeunes qui peuvent travailler chez nous. Aussi dans une usine, aussi dans un hôpital, on a des stress, on a des heures supplémentaires, on a des heures inconvénients. C'est pas seulement notre secteur qui est, qui est touché. On l'a dit, tous les secteurs sont touchés en ce moment. Il y a un changement de société qui est en train d'advenir. Merci à vous, Béatrice Rieder, d'être passé dans cette émission. Je rappelle, vous présidez cette Chambre valaisanne du tourisme. On va parler de jeunes, un peu plus jeunes que ceux dont nous parlions avec vous. C'est ceux de Terre des Hommes Valais. Vous connaissez évidemment cette fondation hôte d'honneur de la foire cette année, 60 ans, avec la maison chablaisienne de Massonger. Oui, je le connais. J'invite tout le monde à soutenir 100% cette Terre des Hommes. C'est une institution importante. Très bien, merci à vous, Béatrice Rieder. On vous libère et j'accueille du coup nos invités pour parler de cet anniversaire 60 ans qu'est l'affaire. Elle est hôte d'honneur de la foire, la maison de Terre des Hommes et enfin la fondation Terre des Hommes, plutôt la maison est un peu plus jeune. Depuis 1963, donc la fondation œuvre en Valais et la maison de Massonger, elle, est là depuis 1970. Le rôle a peu évolué au fil du temps, mais le fond est toujours le même, secourir l'innocence des enfants confrontés
et un monde qui leur est parfois souvent cruel. On va en parler avec vous, Philippe Gex, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis arrivé au bout de mon intro, c'était pas facile, hein, c'était pas se passer du tourisme à Terre des Hommes. Vous êtes le directeur de la Maison de Terre des Hommes, Grégory Rosis est avec nous également, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous chargé de la communication et de la recherche de fonds, la recherche de fonds, nerf de la guerre évidemment. Alors bon, Terre des Hommes est là chaque année, à la Foire du Valais, Philippe Gex, mais cette année évidemment c'est particulier, hôte d'honneur, ça met une dimension supplémentaire. Bah écoutez, je crois qu'on est invité d'honneur et on est probablement un des plus vieux exposants, mais exposant c'est peut-être pas le bon terme pour nous. On est là depuis 57 ans, Grégory, je crois. Oui. Ouais. Donc ça fait très longtemps qu'on est là et en fait on est là pour rien exposer du tout. On est là pour militer, on est là pour lutter, on est là pour témoigner. Quand vous disiez tout à l'heure, ça n'a pas tellement évolué. Moi, j'ai envie de dire oui, ça a évolué. Moi, j'ai dit un peu. Ouais, je voulais dire un peu évolué. Je me suis planté, c'est pour ça que. Non, mais on est là pour en parler, donc je me permets de dire faites bien. Oui, ça a évolué parce qu'il y a de plus en plus d'activités dans les pays. Parce que voyez-vous, nous, on aimerait ne plus exister. Ce qu'on fait à Massonger, d'accueillir et d'opérer 3, 4, 5 enfants du cœur chaque semaine par Massonger, évidemment à Lausanne ou à Genève, finalement, si on n'avait plus besoin de nous, ça serait l'idéal. Et ça a évolué parce que il y a des missions chirurgicales, il y a des missions de développement, il y a des missions de formation dans les pays. Mais si ça n'évolue pas, au sens où vous l'entendiez tout à l'heure, c'est peut-être parce que nous, on est en train de faire un job quelque part que l'humanité n'arrive pas à faire, que le politique n'arrive pas à faire, que la politique internationale et le développement n'arivent pas à faire. On met un peu des pansements et heureusement qu'on le fait et on ne juge personne surtout, mais on fait des choses que d'autres ne peuvent pas faire et heureusement qu'on est là et sans se vanter. Ouais, nombreuses sont les institutions qui disent on aimerait bien ne pas exister, mais vous existez encore. Je disais à un peu évoluer parce que l'origine, 1962, fin de la guerre d'Algérie, 1963, création de la fondation Terre des Hommes en Valais. C'est la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, on est peut-être sorti de cette affaire de conflit et de réaction d'urgence aux conséquences d'un conflit. Il y a eu le Vietnam, il y a eu d'autres moments chauds comme ça de l'histoire de l'humanité qui sont passés par la Maison de Terre des Hommes. Aujourd'hui, vous êtes plutôt axé sur la médecine, une médecine qui ne peut pas être pratiquée dans les pays d'où viennent ces enfants. Oui, alors on est très clairement dans la médecine d'urgence avec 3, 4, 5 opérations du cœur par semaine. Et typiquement quand même, on a des enfants qui arrivent de Syrie aujourd'hui. Mais la Syrie est un pays qui à un certain moment fonctionnait très bien au niveau de la médecine. Et quand on nous dit finalement on pourrait opérer ces enfants dans leur pays, oui, non. On vous le dit ? Oui, on nous le dit, oui, bien sûr qu'on nous le dit. Qui vous le dit ? Même des partenaires qui nous ont quittés, qui ont arrêté ce programme, dont Terre des Hommes à Lausanne. C'est un petit peu triste, j'ai pas tellement envie de... C'était l'actualité 2022, on en a largement parlé dans cette émission, on va la laisser en effet. On va la laisser, mais toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enfants qu'on ne peut pas sauver chez eux, et peut-être qu'à une certaine époque, on aurait pu le faire ou on était dans la bonne direction pour le faire. Imaginez l'Égypte, la Syrie, la Libye, ce sont des pays qui ont beaucoup évolué à un certain moment et où tout s'est écroulé. Ou l'Afghanistan, le Pakistan, il y a eu d'énormes progrès dans ces pays. Et puis aujourd'hui, on accueille ces enfants que si on n'intervient pas, ils vont mourir. Donc je crois qu'on doit le faire. Grégory Rosis, Philippe Gex l'a évoqué, il y a un miracle avec la Maison de Terre des Hommes à Massonger, c'est ce partenariat avec des hôpitaux universitaires qui vous suivent depuis tout ce temps. Oui, je ne sais pas si vraiment on peut parler de miracle, mais peut-être de volonté. C'est du job, mais vu de l'extérieur. De volonté humaine d'apporter sa pierre à l'édifice. On salue ce soir nos hôpitaux partenaires, tous nos partenaires qui sont actifs dans les pays. Oui, miracle, peut-être, mais quand même une volonté humaine de sauver des enfants. Bon, c'est cette volonté humaine qui est peut-être un miracle, à l'heure où tout se monnaie, le fait d'avoir des partenariats dans les hôpitaux est plutôt... Moi j'ai envie de bonnes nouvelles, donnez-moi une, Grégory. Oui, les bonnes nouvelles, mais peut-être tout ça a un coût, mais je pense qu'aujourd'hui l'humain, la volonté de sauver est au-dessus
ces coûts financiers qui sont importants à supporter par les hôpitaux, par les cantons, également par la maison qui vit uniquement sur des dons de privés, de partenaires, d'entreprises, que je salue et que je remercie ce soir ici. Donc oui, on peut appeler ça un miracle permanent, mais c'est plutôt une solidarité qui est en marche depuis 1963, qui s'est concrétisée par l'achat, la rénovation de la maison en 1969, et puis depuis 60 ans, ça continue, et ça continue parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont à cœur de soutenir ce qui est en place. Il y a quelque chose quand j'ai réfléchi à notre entretien, Philippe Gex, la maison, cette maison, alors beaucoup de Chablaisiennes et Chablaisiens la connaissent de l'extérieur, puisqu'il y a eu le festival pendant des années, on voyait le lieu, mais c'est pas une colonie de vacances, c'est un lieu médicalisé, c'est un lieu professionnel. Écoutez, je vais vous dire un truc, je ne réponds pas totalement à la question. Il y a une semaine ou il y a un mois, elle s'appelle Yaye Mati, elle est venue ici en 2015 ou 2017, je ne sais plus, 5 ans je crois. Et il y a quelque temps, elle me contacte, elle me dit « j'ai un petit bébé de 2 ans, il faut que tu fasses quelque chose ». Et lundi matin, quand je suis arrivé au boulot, elle était là et elle m'a pris dans les bras et elle était là et elle a été opérée du cœur en urgence en arrivant du Sénégal. Et son petit bébé est là-bas au Sénégal et elle va le retrouver. C'est une histoire de confiance hallucinante. Et là, on n'est pas dans la statistique, on n'est pas dans le dogme, on est juste là en face d'une personne humaine qui vous regarde et qui vous dit « si tu n'avais pas bougé », moi, le chirurgien, me parlait de tourniquet, Dr Solagashvili, et du professeur Gouaï, de plein de personnes, elle me parlait de tous ces noms, et elle me disait « vous m'avez sauvé et je vais retrouver mon gamin ». Ma petite qui aura 2 ans le 20 octobre. C'est ça qu'on fait. Très bien. Merci pour cela et pour ces longues années de cela, Philippe Gex et Grégory Rosis. Merci d'être passé dans cette émission. Juste un mot, Grégory, la foire du Valais, parce qu'on sait, vous l'avez dit, il n'y a pas de fonds publics dans la maison. Alors il y a des aides institutionnelles, j'imagine, comme la loterie romande, mais surtout des dons du public, d'entreprises, de privés. La foire du Valais, c'est un moment important du chargé de recherche de fonds que vous êtes? Oui, c'est la vitrine dont on se passerait la grosse vitrine. La grande vitrine, mais qui ne devrait pas exister, parce que de rappeler que des enfants ont besoin de solidarité pour vivre, c'est une vitrine dont on se passerait volontiers, mais la Foire du Valais, c'est l'occasion de rencontrer des milliers de personnes, de rappeler l'existence de la maison, de rappeler qu'on a des besoins financiers, des besoins bénévoles. Là, sur notre stand, c'est toute une équipe de bénévoles qui vont se relayer toute la semaine pour donner de l'information. Pour donner de l'information. On a une tombola, on a un concours. Voilà, c'est vraiment des personnes qui sont impliquées tout au long de l'année. On a des convoyeurs bénévoles qui vont, eux, amener les enfants de la maison vers les hôpitaux ou de l'aéroport vers la maison. Enfin voilà, la maison vit sur la solidarité, sur l'engagement d'un grand nombre de personnes bénévoles, entre autres, et on les remercie, on les salue chaleureusement ce soir. Donc oui, la Foire du Valais, c'est la vitrine essentielle, mais dont on se passerait très volontiers. On a bien compris le message. Merci à tous les deux d'être passés dans cette émission. On la poursuit dans un instant, cette émission, pour parler du rendez-vous de la jeunesse qui a eu lieu aujourd'hui et d'un exercice lacustre. 17h l'actu en podcast sur radiochablais.ch. 17h l'actu qui se poursuit. On va revenir un peu à la foire et en sortir un peu grâce au lac qui nous a offert un exercice de sécurité tout à fait impressionnant aujourd'hui. On en parlera dans un deuxième temps. Mais d'abord, le rendez-vous de la jeunesse qui a aussi eu lieu ce matin. On y a parlé de santé des jeunes, du bien-être des jeunes peut-être. On va tirer tout ça au clair et de ce que les politiques publiques peuvent mettre en place et puis de comment, une fois que c'est mis en place, on va chercher les jeunes pour qu'ils s'en emparent. On va parler de cela avec vous, Cédric Bonnebeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué à la jeunesse du canton du Valais. Bénédicte Seifert, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous avez organisé cette journée et animé la table ronde aujourd'hui. Alors, pouvoir agir, pouvoir d'agir. Moi, j'ai pensé à la puissance d'agir de Spinoza. Bon, c'était juste pour le placer, pouf pouf. Mais mon résumé d'intro, il était juste, Bénédicte Seifert. Finalement, il y a des politiques publiques qui se mettent en place. Il faut convaincre, il faut mettre des fonds. Et puis après, il faut que les jeunes viennent. C'est ça l'enjeu. Oui, je pense que vous avez bien cerné ces enjeux, c'est-à-dire qu'il y a
différentes politiques publiques, différents dispositifs, mesures qui sont en faveur de la santé de la jeunesse, qui permettent aux jeunes, mais aussi aux communes, aux communautés, de développer tous ces aspects pour prendre soin de notre jeunesse. Mais il y a aussi cet enjeu que les jeunes s'engagent dans ces dispositifs, participent et puissent développer toute leur puissance. J'aime bien ces termes de Spinoza que vous avez pris, cette puissance d'agir, et c'est tout l'enjeu, redonner la puissance aux jeunes. Quand on lit le thème, Cédric Bonnet-Beau, on se dit que c'est pas gagné, hein, parce que forcément, si ce thème-là arrive sur la table, on sait qu'il y a des politiques publiques qui se mettent en place, il y a des projets, on en parlera peut-être, Commune en Santé, il y en a d'autres. Mais si on discute de ce thème-là, c'est quoi? C'est qu'on a un constat que finalement les jeunes s'en fichent un peu et n'y viennent pas? Non, alors je pense que le constat, il est plutôt lié au fait qu'effectivement, il y a plein de dispositifs, que ce soit des jeunes ou pas les jeunes, je pense qu'il faut faire, et c'est de plus en plus ce qu'on dit, faire avec les gens et pas pour les gens. Parce que on a vu une conférence aujourd'hui sur comment est-ce que le cerveau intègre aussi ces données et comment est-ce qu'on peut l'aider à slalomer autour de tout ce qu'on lui propose. Et puis l'autre élément aussi, c'est clair qu'on constate que pour de multiples raisons, il y a des jeunes et une jeunesse aussi en partie en fragilité, et puis qu'il faut être le plus adéquat possible avec eux pour pouvoir les atteindre et puis les appuyer dans un moment un petit peu difficile. Bénédicte, il y a forcément, moi je cherche un effet Covid, hein, quand on parle de fragilité de la jeunesse, peut-être de prise de conscience aussi des institutions et des pouvoirs publics qui ont mis en place des programmes, il y a un effet Covid? Alors c'est vrai, dans ce qui est ressorti aujourd'hui de manière flagrante, le Covid a fait ressortir une situation assez dramatique quand même de la santé des jeunes actuels. Une des conférencières parlait de près de 40% de jeunes en détresse psychologique, et ça c'est un des effets post-Covid. Et puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mesures et ça a mis sur le tapis l'urgence, la nécessité de prendre soin de la santé des jeunes et surtout d'agir au niveau collectif. C'est-à-dire que la société porte une vraie responsabilité sur la santé des jeunes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Parce que vous le disiez, les politiques publiques, elles sont là, il y a des programmes. C'est quoi? C'est de la com maintenant? C'est aller chercher les jeunes avec leur langage? Il y a peut-être un point intéressant dans ce que disait Cédric Bonnet-Beau, c'est que peut-être qu'il faut faire avec eux, c'est ça? Alors, il y a les mobiliser, ça c'est sûr, aller les chercher, communiquer. On voit, il y a des campagnes. Lâche ta tablette maintenant. Lâche ta tablette et viens au programme. C'est ça l'enjeu ou pas? C'est un des enjeux, mais je pense que l'enjeu, il se situe aussi pas que directement auprès des jeunes, mais auprès des politiques, auprès de faire prendre conscience aux politiques qu'il y a besoin d'inclure les jeunes dans rien que l'élaboration des dispositifs, de penser les communes de demain, de penser les politiques de demain et d'agir vraiment au niveau global, transversal. Et pour reprendre les propos de quelqu'un, quand un politicien vaudois qui disait mais moi dans ma commune il n'y aura jamais d'hôpital, j'ai pas besoin de me préoccuper de ça. La santé c'est pas que des hôpitaux, mais c'est aussi développer du travail social hors mur, des postes d'animation, des lieux où la jeunesse peut s'épanouir. Cédric Bonnet-Beau, les programmes, j'en ai cité un, Commune en Santé, il y en a d'autres que j'ai vu dans l'intitulé de votre journée, Ville amie des enfants, Commune de montagne, jeunesse, notre avenir. Tout ça se chevauche pas un petit peu? Il y a un besoin de clarté? Alors non, c'est des dispositifs qui peuvent être un petit peu différents, c'est clair. On a notamment les communes qui ont ces dispositifs, typiquement les communes en santé. Et puis après, on a d'autres éléments, typiquement comme des labels d'intégration, de participation au niveau des jeunes, où la nécessité, c'est effectivement de faire avec. Et puis, comme le disait quelqu'un aussi dans la conférence, c'est que les jeunes, ce n'est pas des adultes en devenir en tant que tels, ils ont leur mode de fonctionnement, ils ont leur mode de pensée. Et à un moment donné, si on veut réellement aussi, dans le contexte plus large, parler de participation des jeunes et des enfants et en fait de droit de l'enfant, il faut effectivement commencer au départ. Et puis une des personnes disait mais en fait même un enfant qui ne peut pas forcément exprimer en tant que tel verbalement une opinion, il a déjà une opinion. Donc il faut effectivement essayer aussi de travailler avec cet axe-là. Voilà, je comprends qu'il faut aller... on fait beaucoup de participatifs aujourd'hui pour tous les projets publics, il n'y a pas de raison de ne pas en faire avec les jeunes. Vous acquiescez, Bénédicte Seifert. Dernière question, est-ce qu'il faut, dans le cahier des charges d'un municipal chargé de la jeunesse, l'obliger à être sur TikTok?
Alors l'obliger, je sais pas, parce que quand on fait les moi choses j'aime bien. forcées contraintes. Voilà. T'as voulu y aller, t'es sur TikTok, c'est tout. Mais je pense qu'effectivement, il y a de quoi s'approprier les nouvelles technologies, les nouveaux moyens de communication, ça devient essentiel de nos jours. Oui. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce thème et de la jeunesse. Voilà, ce thème de l'action en faveur et avec les jeunes qui était le thème du rendez-vous de la jeunesse aujourd'hui à la Foire du Valais. Bonne soirée à vous. Nous terminons avec un bateau de la CGN, le Général Guisan. Il coule dans le Léman, explosion à bord. On est au large des côtes françaises. Il y a des morts, des blessés, des rescapés, heureusement. Les secours se mettent en marche. Scénario d'un vaste exercice de secours binational qui s'est déroulé en conditions réelles ce matin sur le Léman. Bonsoir Steve Léger. Bonsoir. Vous êtes de la cellule communication et prévention de la police cantonale valaisanne. On vous entend souvent sur cette antenne. Vous n'y étiez pas, vous ? Non, parce qu'à la Foire du Valais, on doit répartir les forces à travers le canton. Et là, j'ai pas mon gilet de sauvetage, je suis obligé d'aller à la foire. Il y aura de l'eau aussi, c'est ce que dit le thème cette année. Steve Léger, ces exercices, on les appelle 1-1 en conditions réelles, toujours impressionnants. On a l'habitude sur cette antenne, on a le site chimique à Montaix, c'est très régulier. Sur le lac, tout à coup, quand on lit l'intitulé de l'exercice, ces gros bateaux de la CGN, beaucoup de monde à bord, 2 pays, quelle affaire? Alors 2 pays, oui. En plus, 3 cantons. 3 cantons, oui. 3 cantons. Alors ce lac Léman, eh bien, on s'en occupe, on anticipe un éventuel problème. On a 2 500 000 passagers par année sur le lac Léman. Donc, en amont d'un problème qui pourrait survenir, eh bien, on a ce plan multilatéral de secours que l'on a préparé, Genève, Vaud, Valais et la France, pour être prêt selon à quel endroit ça se passe sur le lac Léman, eh bien, tout le monde converge. Et puis ensuite, on a ces points de débarquement, savoir si le bateau coule du côté du Bouvray ou s'il coule du côté de Thonon, à quel endroit on achemine les blessés, à quel endroit on achemine les personnes décédées. Tout est anticipé, tout est prêt. Mais donc, ce qu'on apprend aujourd'hui grâce à cet exercice, c'est que l'exercice, il a eu lieu en France. C'était large de Thonon, je crois. Oui, au large de Thonon. Ouais. C'est un exercice qui a lieu chaque 5 ans. Et la prochaine fois, ce sera pour le canton de Genève. Il y a 5 ans, y compris Covid, donc c'était au large du canton de Vaud. Et puis, alors le Valais... Ça viendra peut-être un jour. Mais ça veut dire que... alors, pas un pédalo qui coule à Thonon, on est d'accord, mais un gros événement à Thonon, la police cantonale valaisanne intervient, fait partie du dispositif. Exactement. Tout le tour du lac. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'au niveau sanitaire, au niveau police, au niveau bien sûr de ces sauvetages autour du lac, eh bien, il y a un seul mot d'ordre quand il y a un gros événement quelque part sur le lac. On converge, comme ça il y a beaucoup de forces qui vont sur place. Et puis, mais du coup, elles sont coordonnées, parce qu'évidemment, si tout le monde va, c'est l'anarchie. Mais il y a une cellule de coordination qui se met en place tout de suite. C'est l'enjeu de cet exercice à l'échelle 1-1, justement. C'est justement de coordonner aussi l'appel. Comment est-ce qu'on diffuse l'alarme? Comment est-ce qu'on monopolise les forces? Et puis comment on coordonne tout cela? Alors, il y a les sauvetages tout autour du lac Léman. Ils ont leur propre organisation. Du côté de la police, dans un cas comme celui-là, qu'est-ce qui se passe? C'est les vedettes qu'on voit au Bouvray souvent qui partent immédiatement? Exactement. Avec des policiers spécialisés lac? On imagine bien que dans un cas comme cet exercice, le capitaine met à l'eau les petits bateaux les canaux de sauvetage. Canaux de sauvetage, merci. Et il fait jouer l'orchestre, évidemment. Plus près de toi, mon Dieu, tout ça. Voilà. Et puis, eh bien, il faut du monde pour embarquer toutes ces personnes prétendument à l'eau. Et puis voilà. Bon, je rigole, mais c'est évidemment pas drôle. C'est essentiel, ce genre d'exercice. Il y a eu un naufrage célèbre sur le Léman. C'était au 19e siècle, je crois, je ne sais plus. Mais enfin, beaucoup de morts, beaucoup de traumatismes autour de ce naufrage lémanique. Et puis le lac, il peut être méchant parfois. Donc, dernier mot, ça s'est bien passé ce matin? Alors, ça s'est bien passé. Heureusement, et c'est le propre de cet exercice, c'est quand même de trouver quelques points de réglage. Comme dit souvent le commandant Christian Varone, on joue le match du dimanche comme on s'est entraîné la semaine. Alors on voit la semaine ce qu'il y a à régler. Et puis le jour du match, eh bien, on sera magnifique. Comment on devient commandant en ayant des belles images à offrir à la troupe. Merci à vous, Steph. Merci. Bonne soirée. Bonne et c'est la fin de cette émission qui revient demain avec d'autres aventures. Excellente soirée.